Kobler. Bonjour. Je ne fais rien d'autre. J'ai jamais eu d'autre métier que de raconter des histoires. D'autres passions, alors je les raconte dans des supports différents, en direction de publics variés, mais la seule différence, c'est entre la solitude du livre, du roman ou de l'essai, et puis le travail d'équipe, dans l'écriture d'une pièce de théâtre ou d'un scénario. Quand on a terminé, les problèmes commencent. C'est-à-dire qu'il faut arriver à trouver toutes les personnes idéales pour incarner ça, pour le mettre en lumière, le mettre en espace. Donc c'est le pari de l'aventure collective. Un livre, je suis seul à savoir où je vais, à décider des routes que je prends. Et quand le livre est terminé, il appartient au lecteur. Après, il n'y a plus à travailler dessus. Tandis qu'un film, une pièce, ça se retravaille constamment jusqu'au moment où c'est livré au public. Alors d'abord, je ne mets pas le compteur, je ne mets pas le sablier ni le chronomètre. Oui, je travaille tout le temps, mais je travaille comme beaucoup d'autres personnes, dans mon sommeil aussi. Alors, je suis en train d'écrire quelque chose, je m'endors. Si je suis devant un problème, évidemment, ce problème, il est visité par mon inconscient pendant la nuit. Je me réveille avec, pas toujours des solutions, mais en tout cas des pistes possibles. Il y a toujours quelque chose qui est une réponse à la nuit. Et j'aime me réveiller très tôt parce que c'est plus facile. Vers 5h30, beaucoup plus facile pour moi de me mettre à écrire voilà, dans la demi-heure qui suit, que si je me réveille à 8h, où là, il faut dire, tiens, j'ai telle chose à faire, telle personne à appeler. Je suis beaucoup plus maître du temps quand je commence très tôt. Et donc, voilà, même quand j'ai l'air de ne rien faire, je pense à tel personnage, telle situation, je parle avec quelqu'un, ça m'évoque des choses. Je suis constamment, oui, en vigilance, en acuité, en distance, en prise de recul en même temps, mais je ne le commente pas, ça c'est ma respiration, c'est mon type de fonctionnement, donc oui, je pense que le nombre d'heures de travail est considérable, mais c'est merveilleux de pouvoir travailler, de pouvoir vivre de sa passion, de pouvoir la transmettre. Alors les difficultés de l'écriture, c'est mon arrière-boutique, c'est comme un chef cuisinier ne va pas vous dire « oh là là, qu'est-ce que j'ai souffert pour faire ce plat ?» Bon voilà, vous dégustez le plat, vous avez un échange de saveurs, d'informations, de plaisir, et c'est l'essentiel. Et j'ai eu la chance de tourner une nuit avec vous comme figurant, et c'était très sympa, même s'il faisait froid. Ouais, il faisait très froid, c'était à Nice, c'était à l'Arenas, et en plus on tournait une scène censée se passer à Bruxelles, donc on était vraiment, on avait des axes très particuliers, on avait la proximité de l'aéroport, il fallait quand même faire les prises entre, les passages d'avion. Ça, c'est toutes les gageures qui font une journée de tournage, et ça c'est assez extraordinaire pour moi, qui suis le maître du temps lorsque j'écris un livre. Et là, tout à coup, le temps vaut un prix fou. On ne peut pas dépasser, on peut pas. Donc, et il y a des tas de facteurs que vous ne maîtrisez pas. Donc là, il faut avoir une équipe en or, capable de réagir au quart de tour. Ça a été ma chance sur ce film. Et voilà, ça, c'est des très très beaux souvenirs d'aventure collective. Pour C'était J'ai perdu Albert. Oui. Non, pas du tout. Ça, c'était un épisode de plus. J'ai commencé à écrire, j'avais 8 ans. Ma première publication de roman, c'était à 21 ans, en 1982. Et j'ai eu la chance d'avoir très tôt un succès public et critique qui fait que, comme j'avais fait le pari justement de ne pas prendre un métier préalable, une sécurité entre guillemets, en écrire, voilà, je ne dépends que de mon public et c'est assez merveilleux, même si ça peut paraître dangereux, mais le danger est intéressant. Il n'y a pas que le patrimoine dans la reconstruction, il y a évidemment les êtres humains, il y a la nature, ce qu'on appelle à tort l'environnement, comme si l'homme était au centre d'un décor. Ben non, non. Les interconnexions entre les végétaux, les animaux et nous, c'est la base même de la vie.
tant qu'on n'a pas compris ça, l'homme n'est qu'un intrus sur cette planète, et un intrus facultatif, appelé à être éliminé comme d'autres espèces gênantes. Donc voilà, maintenant l'homme a fait des choses extraordinaires, le patrimoine architectural, culturel est aussi quelque chose bien sûr qui demande à être connu, partagé, sauvé, protégé, souvent protégé contre les hommes eux-mêmes. Et voilà, dans la reconstruction, il y a d'abord le fait d'accepter certaines destructions nécessaires, destruction d'idées fausses, de liens qui ne sont plus ce qu'ils devraient être. Voilà, pour se reconstruire, il faut accepter parfois de sacrifier des choses et de ne pas non plus se reconstruire forcément à l'identique, d'accepter, d'intégrer des différences, des changements, mais ne pas se trahir, quoi, c'est l'essentiel, et ne pas trahir les autres. Ouais, il ne m'a jamais quitté. Mais c'est bien de... Albert Einstein, en l'occurrence, voilà, de se dire qu'à un moment donné, on a l'impression qu'on est relié à une voix très importante, et puis on n'entend plus, on a l'impression qu'elle est partie ailleurs, mais peut-être c'est nous qui avons un problème d'audition et non pas l'esprit avec qui on pense être connecté. Ah, formidable. D'abord, j'ai été étonné la première fois quand je l'ai vu au théâtre, quand il m'a fait la première lecture de mon scénario. C'est un acteur formidable, c'est quelqu'un qui a une pratique depuis des années, bon, 7 ans de conservatoire, de pièces de théâtre, mais c'était son premier rôle au cinéma et il n'a aucun des défauts du débutant. C'est un homme de troupe extraordinaire. C'est pour ça que ça s'est merveilleusement passé avec Josiane Balasco comme avec les autres, parce que quelqu'un qui joue avec vous, qui est complètement branché sur les autres acteurs, qui a pas du tout d'ego de star ou de prétendus stars ou de gens qui se prennent voilà, pour le nombril d'un film. Alors, humainement et artistiquement, Stéphane Plaza était quelqu'un d'exceptionnel. Alors là, on n'est pas maître du temps pour la prochaine réalisation. Je sais que j'ai envie, évidemment, de faire un prochain film avec la même équipe. Et j'hésite encore sur le choix du sujet. J'ai 2 voire 3 sujets parce que, vous savez, vous passez des années entre l'écriture, la préparation, le montage financier, artistique et tout, le tournage, le montage, tout ça. Donc, faut pas se tromper. Il faut pas se tromper d'urgence. Vous êtes amené à sacrifier des choses. Donc, j'ai des priorités. Là, je termine un roman qui est ma priorité du jour. Et ensuite, je vais me replonger face à moi-même et avec mes partenaires pour savoir ce que je décide pour la suite au cinéma. Ou ce ne sera qu'un livre. Ah ben là, ce n'est pas de la fiction, donc si c'est un film, ce serait un document. Mais ça, c'est pas moi qui le réaliserai, mais il y a déjà beaucoup de demandes, notamment du côté de l'Angleterre. C'est un film qui raconte aujourd'hui où en est la réalité scientifique sur les pouvoirs inexpliqués des plantes, mais qui commence à être expliqué par la chimie, par la neurobiologie végétale, une nouvelle discipline qui vous raconte comment les plantes communiquent entre elles, comment elles dialoguent par des composés organiques volatiles, à la fois dans l'air et dans le sol, par les racines, en alliance avec les réseaux des champignons, une sorte d'internet souterrain qui permet la communication entre les plantes et les arbres. Et puis, et la manière dont ils communiquent aussi avec les êtres humains. Et là, je raconte des exemples réels qui sont absolument incroyables et étudiés par les scientifiques. Les scientifiques sont en train de réenchanter le monde, certains bien sûr, pas tous, mais dans le domaine des découvertes en biologie végétale, en neurobiologie végétale, on se rend compte qu'il y a des choses que les plantes sont capables de faire que nous ne sommes plus ou pas encore capables de réaliser.
Et c'est un sacré défi pour l'être humain d'être à la hauteur des plantes. Ça paraît bizarre ce que je dis là, mais quand on lit les émotions cachées des plantes, on comprend pourquoi je le dis. C'est une très bonne question, ça, en référence à un livre que j'ai publié là, pour les... Je dirais en priorité pour les enfants. Évidemment, tout le monde peut le lire, mais Et si tu étais une abeille, c'est un livre où je raconte la vie de la ruche, où je propose aux jeunes lecteurs d'imaginer qu'ils sont une abeille, et donc il y a le choix. Ou bien on est une abeille ouvrière et on va vivre et faire tous les métiers de la ruche pendant une vie assez courte, ou on est reine des abeilles, et la reine, c'est pas une monarchie comme reine d'Angleterre, c'est une abeille ouvrière comme une autre qui, à la naissance, est choisie pour être reine, c'est-à-dire nourrie uniquement de gelée royale et placée dans un alvéole plus grand que les autres, de manière à être la seule qui va être féconde dans la ruche et qui va pondre 2000 œufs par jour. Donc la vie est peut-être moins exaltante quand on est reine que quand on est ouvrière. Donc, alors à la fois je ponds des œuvres comme une reine d'abeilles, et en même temps je fais tous les métiers d'exploration, de défense du territoire, de ventilation, de nettoyage, de butinage, d'exploration que font les abeilles ouvrières. Donc je suis un peu les deux, quoi. Et je suis en même temps le mâle aussi, ce pauvre mâle qui n'a même pas de nom, puisqu'on l'appelle le faux bourdon, on le caractérise par ce qu'il n'est pas. Et lui, son seul boulot, c'est de féconder en vol, en plus, c'est assez acrobatique. Donc évidemment, j'ai aussi cette part dans mon travail de la ruche.